Philippe Lega me dit « N'es-tu pas étonné de la maîtrise du milieu de terrain parisien sur celui d'Arsenal qu'on disait supérieur ?» Si, j'ai été étonné parce que Ruiz a fait un match extraordinaire, parce que Vitinha a retrouvé son meilleur niveau au bon moment, mais aussi parce que je pense qu'Arteta a commis une faute en changeant 3 joueurs de poste pour un seul absent, c'est-à-dire que Partey était suspendu, et qu'à cause de ça, il a fait reculer Declan Rice en sentinelle, il a enlevé Merino du poste d'avant-centre pour le mettre au milieu, il a fait jouer Trossard avant-centre. C'est beaucoup de changements pour une équipe, et je pense que là, l'entraîneur espagnol d'Arsenal a eu tort. Bergkamp 38 400 me dit en tant que grand fan des joueurs Dennis Bergkamp et Flo Maurice, oui, ça peut être curieux, aurais-tu des anecdotes à propos d'eux, mis à part la phobie de l'avion du Hollandais, bien sûr? Bergkamp, je le côtoyais quand je suivais Arsenal, parce que voilà, c'était quelqu'un d'assez ouvert et d'assez sympathique. Je me souviens qu'un jour, l'équipe m'avait demandé un papier sur pourquoi Henry est-il meilleur avec Arsenal qu'avec l'équipe de France. J'avais posé la question avec Bergkamp, qui m'avait répondu « parce que je joue pas en équipe de France ». Et puis Flo Maurice, j'ai une anecdote très précise, c'est que je l'appelle, et il me dit « oui, je vais signer au PSG ». Sauf que peut-être qu'une demi-heure plus tard, il a eu un journaliste du Parisien qui lui a dit « oui, je vais signer à Marseille ». Quand c'est les joueurs qui te mettent dans la merde, c'est compliqué. Hein. Winter Joseph me dit « on entend parler d'un possible partage entre DAZN et Canal+, voire du retour d'une chaîne 100% Ligue 1, pilotée par la Ligue. Est-ce que tu penses vraiment que ce modèle hybride est viable? Et surtout, la Ligue a-t-elle la compétence et les moyens pour gérer sa propre chaîne ?» Alors, attention, faut pas tout mélanger. Si DAZN reste, c'est pour gérer la chaîne. Canal ne gérera rien du tout. Canal sera juste un distributeur. Si la chaîne elle est gérée, elle sera gérée soit par beIN, soit par DAZN. Alors il semblerait qu'après avoir dédommagé la Ligue de 100 millions d'euros, je ne sais pas tellement quelle économie DAZN va récupérer de la gestion de cette chaîne, mais si effectivement ça plombe encore plus les finances du foot français parce qu'il faut payer la prod de DAZN, ça me paraît extrêmement compliqué. Maintenant, encore une fois, voilà, cette chaîne n'a une chance de survivre que s'il y a toute la Ligue 1, toute la Ligue 1, toute la Ligue 2, tout le National, toute la Coupe de France et toutes les féminines. Sinon, c'est même pas la peine. François Bréhin me dit près de 3 millions de téléspectateurs devant Arsenal sur Canal+ Foot, mardi soir, où le record d'audience de DAZN pour la Ligue 1 dépasse à peine les 700 000. Penses-tu que Canal a tout gagné en misant sur la Ligue des Champions et en abandonnant la Ligue 1? C'est-à-dire que faut savoir quand même que Canal met 480 millions sur les matchs de Coupe d'Europe. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui 480 millions sur la Ligue 1 serait la fête au village. Hein. Après, je sais pas combien il y a d'abonnés à Canal aujourd'hui, entre Canal et MyCanal et le bouquet Canal. Je pense qu'on doit être à 7 millions et demi d'abonnés. C'est sûr que ça fait un terreau beaucoup plus puissant que les 550 000 pauvres abonnés de DAZN. Alors évidemment, on compte pas tous les mecs qui ont ça de façon illégale avec l'IPTV. Il est évident que le fait que la Ligue 1 ait quitté Canal+, c'est une catastrophe pour le football français, mais ça c'est la faute de Kyo puis de La Brune qui ont traité Canal avec mépris, parce que Canal, avec la puissance de son nombre d'abonnés et la densité de son bouquet, pouvait se permettre d'avoir la Ligue 1, même si aujourd'hui Canal pourrait récupérer la Ligue 1 et mettre une chaîne payante en plus pour la Ligue 1 ou pour le foot. Enfin, à eux de trouver une solution, mais je pense pas que malheureusement qu'on s'oriente vers quelque chose comme ça. Thomas B me dit « Tu as fait preuve de beaucoup de pessimisme avant le match aller contre Arsenal, comme toute la France du journalisme en général. Je ne comprends pas ça, sachant qu'Arsenal n'a pas plus d'expérience que Paris en Ligue des Champions et une moins bon résultat sur les années dernières. Alors pourquoi ?» J'ai pas l'impression que ce soit la France du journalisme. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui pensaient qu'Arsenal... Alors peut-être que le fait qu'Arsenal ait éliminé très facilement le Real a marqué les esprits. Maintenant, je trouvais encore une fois, et je peux dire que malgré le match aller, je pense toujours que les points forts d'Arsenal tombent sur les points faibles du PSG. Mais le PSG a eu l'intelligence de concéder fort peu de corners et de coups francs dangereux dans ce match.
En plus, ils n'ont pas été bien tirés, sauf celui où il y a eu le but de Merino refusé pour hors-jeu. Voilà. Après, je pense que l'absence de Partey, et comme je l'ai dit dans une question précédente, le fait que Arteta change 3 joueurs de poste pour une simple absence a beaucoup joué. Maintenant, attention au match retour, le retour de Partey, et voilà. Et si Arsenal marque un but rapidement, et ben on repart à zéro. Donc pas non plus crier victoire trop vite. Après, la question n'est pas d'être pessimiste ou optimiste, la question c'est d'être réaliste. Yvous me dit, PSG va probablement faire tourner contre Strasbourg et on créera au scandale, mais Enrique fait tourner largement son effectif depuis le début de la saison en étant vaincu en dehors de Nice avec ses titulaires contre Toulouse avec une équipe de juniors, il avait gagné. Oui, absolument. Je veux dire, le fait que Paris ait perdu le seul match de la saison avec la même équipe que celle qui a débuté à Arsenal montre bien que ça change pas grand-chose pour là. Et encore une fois, moi je crois pas du tout que le match va être facile pour Strasbourg, à moins vraiment que pour le coup Luis Enrique envoie les juniors, mais je ne crois pas parce que malgré tout le PSG a ce record d'invincibilité à l'extérieur auquel il tient. Mais encore une fois, entre une place en finale de Ligue des Champions et un record d'invincibilité à l'extérieur, le PSG a très vite choisi. Et encore une fois, si le Paris Saint-Germain se retrouve dans cette situation, c'est aussi parce qu'il l'a mérité en gagnant et en étant champion depuis très longtemps. Geoffrey Gagneur me dit, les nominations du trophée UNFP sont tombées. J'imagine que pour le trophée de meilleur entraîneur, votre cœur balance entre Enrique et Rosenior. Non, il balance pas du tout. Enrique, qui a transformé, voire métamorphosé le PSG, qui a fait 30 matchs sans défaite, qui a pas perdu un match à l'extérieur, mérite largement d'avoir le trophée d'entraîneur de l'année. Et puis voilà, et Rosenior en est la révélation, mais non, Enrique est largement au-dessus. Arkman07 me dit, avec votre vécu et votre connaissance sur l'histoire d'Arsenal, avez-vous été déçu par l'ambiance du public accompagné d'un tifo pas mal décrié par les journalistes anglais, alors que c'était un match historique pour le club? Si oui, comment l'expliquez-vous? Alors, j'ai pas été déçu parce que j'ai pas été surpris, parce que j'ai toujours trouvé l'ambiance à l'Emirates Stadium absolument pourrie. Les places sont hors de prix. Donc il y a très peu il y a beaucoup de mecs en costard et beaucoup de gens qui vont au match comme ils vont au spectacle. En plus, il y a un truc qu'il faut pas perdre de vue, c'est que autant il y avait une station de métro qui était collée au stade d'Highbury, autant là, il y a un quart d'heure de marche pour aller au métro de l'Emirates. Donc, tu as même des gens qui partent à 20 minutes de la fin pour éviter de se retrouver coincés par la foule. Donc, c'est un stade où il n'y a jamais eu vraiment d'ambiance et il y en a beaucoup. On en fait beaucoup sur l'ambiance en Angleterre. Je veux dire, même à Liverpool, je veux dire, une fois que le You Never Walk Alone est passé, c'est pas non plus un enfer. Les stades anglais où il y a vraiment une grosse ambiance, c'est Tottenham et Newcastle. Le reste, encore une fois, les places en Angleterre sont maintenant tellement chères, ça fait que tu as des gens beaucoup plus calmes dans les tribunes, ce qui était d'ailleurs les faire chercher. Kéké Détente me dit, les répercussions de la crise des droits TV ne se font pas attendre avec certains clubs de Ligue 1 qui songent à se séparer de leur section féminine. Faut-il craindre un effet ricochet encore plus fort sur le foot amateur? Tu sais, le foot amateur a pas eu besoin des problèmes du foot pro pour avoir des problèmes, hein. Des clubs où t'as plus de maillot, t'as pas de ballon, t'as des terrains tout pourris, des vestiaires où il n'y a pas d'eau chaude. Enfin, voilà, effectivement, par contre, pour certaines sections féminines, ça va être très compliqué parce que les clubs vont chercher de l'argent là où il y en a. Et effectivement, à un moment donné, tu peux aussi penser que tu avais des clubs qui faisaient des sections féminines parce que ça faisait bien. Et puis qui vont couper ça parce que finalement ils s'en foutent un petit peu aujourd'hui, quoi. Kéké Détente me dit, 6 matchs de suspension pour Rudiger suite à son comportement en finale de Coupe du Roi. Trouves-tu ça sévère ou indulgent? Comme je l'avais dit dans mon dernier Face à Pierrot, les textes c'était entre 4 et 12 matchs. Donc il a eu 6 matchs, donc on va dire qu'on est plutôt dans le côté indulgent. En
En même temps, c'est un joueur du Real, hein, on se doutait bien qu'il allait pas prendre 6 mois. Moi, tout ce que j'espère, c'est que, bon, en plus, là, il s'est fait opérer du genou, donc il est out jusqu'à la fin de la saison. Moi, tout ce que j'espère, c'est que le Real va arrêter avec lui, parce que d'abord, il commence à être fatigué, Rudiger, et puis parce que je pense que son comportement n'est pas digne d'un club de la dimension du Real. Winter Joseph me dit, tu dis souvent que tu reçois plus en plus de questions. Pourtant, certains font remarquer que ce sont toujours les mêmes contributeurs qui sont cités, dont je fais partie. Est-ce à cause des doublons sur les sujets ou d'un manque de qualité dans certaines questions? Moi, tu sais, je choisis les questions, je lis pas, je regarde pas le mec qui les pose, hein. Je regarde ça, en fait, quand je pose des questions, je découvre l'auteur des questions. Après, effectivement, il y en a dont tu fais effectivement partie, comme Kéké Détendre, comme Alex Pedon, comme Alex Nissa du 06, comme Pierrick Liep, qui se cassent la tête, qui me posent plusieurs questions, qui cherchent des trucs. Je suis très très étonné que ça fasse autant plaisir à des gens d'être cités dans... Ça me fait très plaisir, hein, d'être cité, machin. Maintenant, le truc, c'est qu'encore une fois, je choisis les questions par leur qualité et pas pour leurs auteurs. Vive l'OM. Alors vive V-E-E-V. Hein. Ne penses-tu pas qu'il y a une injustice pour l'OM qui depuis plusieurs années doit jouer le PSG quand ils sont le plus en forme, septembre, octobre ou février, mars, là où leurs concurrents peuvent les jouer quand ils sont en rodage ou rincés en fin d'année? Qu'en penses-tu? Je pense que tu parles d'un club qui n'a perdu qu'un match cette saison, avec son équipe type, encore une fois, avec un gardien monstrueux en face et avec une équipe de Nice qui a marqué 3 buts sur ses 3 tirs cadrés. Donc j'aimerais bien que tu m'expliques quand est-ce que c'était le bon moment de prendre le PSG dans la saison, et puis vu la situation de l'OM dans cette fin de championnat, est-ce que tu penses sincèrement que tu aimerais qu'il y ait un PSG-OM lors de la 33e journée, alors que l'OM n'est même pas assuré de jouer la Ligue des Champions? Alors que là, il est bien évident que si c'était ça, Paris jouerait ce match-là avec un maximum de concentration. Je pense qu'il n'y a pas un bon moment. Enfin, en tout cas, cette saison, il n'y avait pas de bon moment pour jouer le PSG. Puis je pense aussi que comme c'est la plus grande affiche du championnat de France, les diffuseurs les mettent au moment où elles font supposer faire la meilleure audience. Il faut pas voir le mal partout non plus, quoi. Le sardinologue me dit l'OM va-t-il survivre au mercato estival? Rabiot, Greenwood, Enrique, le coach lui-même, nombreux sont les départs éventuels. Comment vois-tu la transition dans le cadre du projet olympien? Ce qui est évident, c'est que Longoria, avec la bénédiction de McCourt, a pris beaucoup de risques financiers pour bâtir cette équipe sans Coupe d'Europe, et que il est vital pour l'OM d'être européen et d'être en Ligue des Champions l'année prochaine, parce que évidemment tu as des ressources plus importantes, surtout si tu performes de façon correcte. Il est évident, enfin j'imagine que des contrats comme ceux de Rabiot, Greenwood ou Højbjerg, voire de Zerbi, doivent être revus à la hausse en cas de participation à la Ligue des Champions, et que ça va être un investissement important pour l'OM. Et quand j'entends parler de Fofana, de Laporte, de joueurs de cette dimension, je me dis que c'est un petit peu, je trouve ça un petit peu optimiste par rapport aux moyens financiers de l'OM. De toute façon, il faut pas rêver. Longoria va encore tout changer dans cette équipe. Il peut pas s'empêcher. Donc voilà. Maintenant, il faudra que l'OM se renforce grandement, notamment en défense.